Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Stéphanie Clairet, chargée de communication à l'association Négawatt. J'introduis un tout petit peu cette visioconférence déjà pour vous rappeler un peu son contexte. Vous avez en fait tous participé à la campagne de financement participatif autour du projet de scénario européen en début d'année. Donc du coup, j'en profite pour vous en remercier à nouveau. Cette campagne, ça a été plutôt une réussite. On a rassemblé un peu plus de 50 000 € sur les 35 000 € qui étaient initialement recherchés. Donc, quelques mots sur l'actualité un peu du projet. On a terminé une étude de préfiguration pendant l'été et là, on vient de passer à une phase plutôt plus opérationnelle, avec notamment le lancement de groupes de travail et de premières discussions techniques sur l'outil avec les partenaires européens. Donc ce soir, le programme, c'est une visioconférence sur le scénario Négawatt, le dernier scénario qui a été publié, donc le scénario France, avec un Zoom bâtiment qui sera assuré par nos experts bâtiments, donc Thomas Letz et Thierry Rieser, qui sont tous les deux membres de la compagnie des Négawatt. Je poursuis avec un tout petit point technique. Alors pour des questions pratiques, en fait, vous ne pouvez pas poser vos questions ou prendre la parole oralement. On prévoit plutôt des échanges, des questions-réponses à partir de l'outil Q&R que vous avez en bas de votre écran normalement. Donc on va essayer de les traiter au fil de l'intervention, soit oralement, soit par écrit en fonction des questions. N'hésitez pas à l'utiliser. Et on prévoira aussi, si le temps le permet, un petit temps d'échange en fin d'intervention. Je précise aussi que la visioconférence est enregistrée et elle sera diffusée ultérieurement, ainsi que le support d'intervention. Voilà, du coup, je vais laisser la parole à nos intervenants. Et puis, voilà, je ne sais pas si c'est Thierry ou Thomas qui démarre. Je vous laisse. Thomas. Eh bien, c'est moi qui démarre. Bonjour à tous. Je pense que je vais aller très très vite sur le premier transparent qui est la présentation de l'association et de l'Institut. Je pense que vous connaissez tous puisque vous êtes intéressés à Négawatt. Donc, Négawatt Association créée en 2001, qui est plutôt un outil de lobbying et de production d'idées, on va dire, et l'Institut, qui est la filiale opérationnelle pour mettre en œuvre concrètement sur le terrain un certain nombre de choses qu'on préconise à l'association, notamment sur le bâtiment où on est relativement très actif. Voilà. Je vais aller également très vite sur les premiers slides. Ce sont les slides de contexte qui présentent un peu pourquoi on a démarré la réalisation de scénario déjà depuis 2003. L'association est à la quatrième version du scénario, 2003, 2011 et 2017. On essaie d'être en chaque élection présidentielle pour remettre la thématique de l'énergie en discussion. Alors, si j'ai la tête un peu tournée, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je regarde l'autre écran où il y a les slides qui apparaissent. La question de l'urgence climatique, vous connaissez tous, on en entend de plus en plus parler sur les médias. Et donc, par rapport à cette question du dérèglement climatique et du réchauffement climatique, de plus en plus d'experts disent qu'il est important de laisser la quasi-totalité des ressources fossiles dans le sol si on veut avoir une chance de ne pas partir dans des réchauffements incontrôlables. Le scénario Négawatt qu'on va vous présenter là pendant 1h20 à peu près, pour laisser de la place à des questions, c'est un scénario qui se base sur des technologies existantes ou quasi matures et qui essaye de mettre en avant des techniques qui sont soutenables, donc qui laissent un minimum d'impact sur l'environnement. Et donc, de ce point de vue, le nucléaire ne nous paraît pas comme une énergie soutenable à long terme. Il n'y a qu'à penser à la question des déchets, du démantèlement, sans parler des questions d'accidents possibles. Donc, voilà 2 exemples sur l'écran que vous connaissez. Donc, les raisons d'agir sont très larges. Le changement climatique, l'épuisement des ressources, qui est aussi un problème de plus en plus
présent, sur lequel d'ailleurs Negawatt aimerait travailler plus à l'avenir, justement pour voir comment s'inscrire aussi dans une perspective de meilleure recyclabilité et de moindre épuisement des ressources minières notamment. Le risque nucléaire, j'en ai parlé, les crises géopolitiques, je ne vais pas m'étendre non plus. Vous savez que les guerres du pétrole au Moyen-Orient datent déjà de très nombreuses années. Et puis, si on focalise plus sur la France, effectivement, le déficit de la balance commerciale est un problème récurrent qu'on peut réduire justement en diminuant les imports d'énergie fossile ou fissile. Et puis enfin, deux thèmes qu'on a également pris plus en compte dans les derniers scénarios, qui sont la pollution de l'air et la précarité énergétique. On en dira un tout petit mot à la fin de la présentation. Voilà, donc je vais passer rapidement la parole le partage d'écran à Thierry pour la suite. Et on va naviguer comme ça, à deux voix, pour vous présenter le scénario. Parfait. Bonsoir à tous. Je passe en plein écran, le temps que ça s'affiche. Et donc, on va faire un petit focus sur la notion d'énergie. C'est vrai que c'est une notion qui n'est pas évidente, finalement, c'est assez abstrait, la notion d'énergie. Pardon, je ne suis pas sur le bon slide. Je pensais y être. Et donc, pour en parler avec une vision physique, hein, en lien avec ce qui se passe, ce qu'on prélève dans l'environnement et ce qu'on fait de cette énergie, on souhaite vous représenter une chaîne énergétique, c'est-à-dire en remontant un petit peu à rebrousse-poil depuis l'énergie utile qui peut être en fait finalement l'usage qu'on veut faire de l'énergie. Ça peut être de vouloir s'éclairer. Selon la technologie qu'on utilise pour s'éclairer, il y a un plus ou moins bon rendement. Donc il y a des pertes, c'est la flèche grise, on perd de la chaleur. En l'occurrence, sur l'exemple de l'éclairage, la proportion n'est pas bonne. Même une très bonne ampoule LED à 90% de chaleur et 10% de lumière, hein, ce n'est pas facile de faire de la lumière. Ça nous amène à ce qu'on appelle l'énergie finale. C'est l'électricité que je dois donner à mon ampoule à incandescence ou à ma LED pour qu'elle fonctionne. Donc ça, c'est l'énergie finale, c'est facile, c'est l'énergie qui est au compteur, celle que je paye. Et voilà, si on remonte en amont, l'énergie électrique, par exemple, elle a été transportée sur des lignes à haute tension, puis des lignes à plus basse tension pour arriver jusqu'à chez moi. Il y a eu quelques pertes, hein, autour de 10-12% de pertes sur le réseau électrique. Et en amont de ça, évidemment, un mix énergétique qui a permis de fabriquer l'électricité, qui comprend un certain nombre de centrales de production qui ont chacune leur rendement. Et donc des pertes à la production, des pertes de chaleur notamment au niveau de la production. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une chaîne énergétique avec un diagramme où on va finalement de la production d'énergie à partir d'énergie primaire, c'est-à-dire c'est vraiment les énergies qu'on trouve dans la nature. Ça peut être le pétrole qu'on extrait du sol, le charbon qu'on trouve dans une mine ou l'uranium qu'on trouve dans une mine, mais aussi le vent capté par une éolienne. Voilà, ça c'est les énergies primaires. Et donc, quand on fait un panorama complet du système énergétique français, on arrive au diagramme qui vient. Donc, on a des usages finaux qui sont, dans les grandes masses, des usages de chaleur, hein, donc beaucoup des chaleurs dans le bâtiment, mais aussi dans l'industrie. Des usages finaux dans la mobilité, hein, très particulière, puisqu'on ne peut pas aussi facilement que ça changer de vecteur énergétique sur des questions de mobilité. Et de l'électricité spécifique. Ce qu'on appelle spécifique, c'est ce que je peux faire avec l'électricité. C'est-à-dire que mon ordinateur, là, auquel je parle en ce moment, il ne fonctionne ni au fioul, ni au charbon, ni à quoi que ce soit, mais bien à l'électricité. Voilà. Donc, et un frigo, c'est pareil. Et donc, ces usages finaux sont assurés par des sources primaires qui sont les suivantes. Une majorité de fossiles, une part importante de nucléaire en France. Et donc, entre les deux, on a une chaîne énergétique. Ça passe par différents vecteurs que sont l'électricité, le gaz, les carburants liquides, des combustibles solides. Là-dedans, il y a notamment le bois, hein, par exemple, et puis des réseaux de chaleur, etc.
Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, un diagramme de Sankey qui met en relation, finalement, les sources énergétiques primaires et les usages finaux. Et c'est vraiment ça l'objet du scénario négawatt. C'est aujourd'hui, on a une photo à l'instant T de ce qui se passe aujourd'hui. Et la scénarisation de négawatt, c'est comment on transforme progressivement ce mix énergétique pour arriver à autre chose. Donc là-dedans, ce qui est notable, c'est l'importance des pertes. Il faut savoir qu'une centrale nucléaire, par construction, ça a un rendement autour de 30%, donc il y a pas mal de pertes. Les fossiles aussi, il y a des pertes. Les renouvelables, il y a aussi des pertes, ne serait-ce que la distribution de l'électricité. Voilà. Et je te repasse la parole, Thomas. Alors, vous voyez mon écran? Alors, paf, il faut que je clique, excusez-moi. Oui. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, je prends la suite de Thierry après ce beau schéma, pardon, et j'y reviens quand même parce que je vais expliquer comment on a construit l'outil qui permet de calculer tout ce qui apparaît sur ce diagramme, et justement comment à négawatt on a pris le problème. En fait, la plupart du temps, les scénarios qui étaient construits par le gouvernement dans les années précédentes et par le plan qui s'occupait de ça, réfléchissaient sur la production en faisant des prolongations des tendances et finalement en construisant de plus en plus d'équipements sans se poser la question de l'usage de l'énergie. À négawatt, on s'est dit finalement ce qui nous intéresse, ce sont les usages finaux et réellement le service qui est rendu par les différentes énergies. Donc, on a fait une analyse très détaillée des usages, que ce soit du chauffage, de l'eau chaude, de l'électricité spécifique, et ce, dans tous les secteurs que sont le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, l'agriculture et les transports, donc la mobilité des personnes, les transports de marchandises. Et pour chacun, on a essayé de relier ça à des paramètres physiques, par exemple les surfaces construites, les mètres carrés de logement, les kilomètres parcourus pour les transports, de manière à pouvoir ensuite dire quelque chose sur l'évolution des consommations d'énergie en fonction d'hypothèses qu'on peut faire sur l'évolution de ces services, hein, donc les surfaces construites et autres. Voilà. Donc, l'idée, c'est de réfléchir à ces besoins et d'éliminer autant que possible toutes les consommations inutiles, les gaspillages, etc. C'est ce qu'on a regroupé dans le vocable sobriété, que je vais détailler un petit peu par la suite. Une première étape pour faire baisser la demande d'énergie, eh bien, effectivement, c'est limiter les usages autant que possible et surtout supprimer les gaspillages. Ensuite, les usages résiduels, une fois qu'on a appliqué la sobriété, eh bien, il s'agit de les satisfaire en utilisant les appareils les plus efficaces. Donc, Thierry parlait tout à l'heure de lampes à LED, par exemple. C'est un très bon exemple de réduction forte de la consommation d'énergie pour fournir la même quantité d'électricité que d'anciennes ampoules à incandescence, par exemple. Et voilà, dans tous les domaines, on a des procédés qui permettent de consommer moins d'énergie pour fournir le même service. C'est par exemple aussi l'isolation des logements, c'est de l'efficacité. On va avoir le même service en termes de chauffage des locaux et on consommera beaucoup moins d'énergie. Et une fois qu'on a appliqué ces deux leviers, là, on peut envisager de couvrir la demande résiduelle par des renouvelables. Si on n'applique pas les premières briques, finalement, les premiers leviers, on aura des besoins d'énergie tellement considérables qu'on n'y arrivera pas uniquement avec des renouvelables. Et donc, on ratera l'objectif d'arriver à une société, ou un système énergétique visant la neutralité carbone, ce qui est maintenant l'objectif officiel de la loi. Voilà, donc ce petit transparent est juste là pour illustrer le type de discussion qu'on peut avoir déjà vis-à-vis de soi-même, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, pour réfléchir aux usages qu'on peut qualifier de vitaux, essentiels, indispensables, utiles, versus les usages qui sont extravagants, inacceptables, nuisibles. Je ne vais pas vous donner trop d'exemples, vous avez certainement plein d'éléments en tête pour illustrer ça. Et en face de ça, effectivement, le politique, lui, il peut agir
en mettant en place des obligations et des incitations pour favoriser plutôt certains usages et des mesures dissuasives, des taxes, ce genre de choses, voire des interdictions pour dissuader de certains comportements. Voilà. Alors, je reviens sur la sobriété. On a théorisé, entre guillemets, c'est un grand mot, mais on a essayé de regarder les différents types de sobriété qu'on pouvait activer. Et c'est important de le détailler un petit peu, dans la mesure où ça peut donner des idées d'action. Ce terme de sobriété, c'est finalement Negawatt qui l'a un peu introduit dans le débat déjà en 2003-2004, quand on a sorti les premiers scénarios. Ça a été repris largement. Maintenant, tous les élus parlent de sobriété, mais sans forcément savoir réellement ce que ça peut recouvrir. Alors, la première sobriété, on l'a appelée sobriété dimensionnelle, c'est celle qui est liée à la taille des équipements. Donc, avoir des équipements qui sont dimensionnés en fonction de l'usage. Donc, par exemple, pour se déplacer une personne, il n'y a pas forcément besoin d'une voiture de 5 places qui pèse 1,5 tonnes. Pareil, en termes de surface chauffée, ben, l'idéal, c'est d'avoir des surfaces qui sont des logements qui sont dimensionnés un peu en fonction de la taille de la famille et pas forcément d'avoir 300 mètres carrés pour une personne seule ou pour un couple. Alors, je donne comment dire, volontairement des exemples un peu extrêmes, mais c'est pour illustrer la chose. Voilà, donc tout ça, c'est la sobriété dimensionnelle liée à la taille et au juste dimensionnement des appareils ou des équipements qu'on utilise. Ensuite, il y a la sobriété d'usage, qui est liée au niveau et à la durée d'utilisation et d'exploitation. Donc, c'est par exemple, quand je parlais de l'élimination des gaspillages tout à l'heure, c'était le fait d'arrêter tous les appareils inutiles. Là, il y a un gisement assez considérable, notamment dans le secteur tertiaire où on a souvent des équipements de ventilation, voire d'éclairage ou des ordinateurs qui restent allumés en permanence, éventuellement en veille pour l'informatique, mais pas forcément d'ailleurs, donc ce qui conduit à des consommations inutiles. Une sobriété d'usage, un autre exemple, ça pourrait être la limitation des vitesses sur route et sur autoroute. Une troisième sobriété qui est plus collective, elle est liée, c'est celle qui est liée à l'organisation du territoire et de l'urbanisme en particulier, c'est-à-dire où on met les zones de vie par rapport aux zones de travail ou de commerce, de manière à organiser mieux le territoire et à limiter les déplacements et donc les consommations d'énergie qui en dépendent. Ça peut être aussi le développement de tout ce qui est transport en commun, de partage de matériel, par exemple. Hein, on parle de plus en plus d'économie du partage. Donc, tous ces thèmes, effectivement, sont reliés à la sobriété coopérative. Et là aussi, il y a des potentiels importants pour peu qu'on s'organise pour les déployer et les valoriser. Ensuite, après les trois sobriétés qu'on a vues rapidement, je vais détailler aussi un peu les efficacités qu'on a identifiées et qui est important de distinguer pour bien comprendre de quoi on parle. Il y a tout ce qui est lié au contenu énergétique des produits ou des appareils, des équipements qu'on utilise. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Il est important quand on conçoit un équipement ou quand on construit une maison, par exemple, d'essayer de diminuer au maximum l'énergie utilisée à sa construction, d'autant plus que dans les bâtiments les plus récents, maintenant, la consommation de chauffage devient tellement faible qu'elle est finalement négligeable par rapport à elle peut être négligeable par rapport à l'énergie grise incluse dans les matériaux. Une deuxième efficacité, c'est celle qui est liée à l'utilisation. Qui est au niveau de l'énergie utile que Thierry a présenté tout à l'heure, c'est par exemple les économies qu'on peut faire grâce à l'isolation, le fait d'optimiser les apports passifs par les vitrages dans les bâtiments. Voilà. Donc, tout ça, c'est rattaché à l'efficacité, à l'utilisation. Pardon.
Ensuite, on a une troisième efficacité qui est l'efficacité d'appareillage, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est liée au rendement des appareils. Maintenant, on a par exemple des circulateurs de chauffage qui consomment 3 ou 4 fois moins d'électricité pour le même débit transporté dans les tuyaux que les vieux équipements d'il y a 15 ou 20 ans. Et on a plein d'exemples sur tous les équipements qu'on retrouve d'ailleurs dans l'étiquette énergie. Alors l'étiquette énergie, par exemple, elle vous dit dans quelle classe d'énergie se trouve votre appareil, mais vous pouvez avoir un frigo qui fait 250 litres et qui va être en classe A. Il sera effectivement efficace, mais en termes de sobriété, il ne sera peut-être pas optimum par rapport aux besoins des utilisateurs. Dernière efficacité, là, c'est quand on remonte dans le diagramme de Sankey que Thierry a montré tout à l'heure, c'est au niveau du système de production. Il en a dit un mot sur le rendement des centrales thermiques ou nucléaires, qui finalement sont, sont des centrales thermiques, avec un rendement de l'ordre de 30 à 40% ou 50% pour les centrales à gaz d'ailleurs, plus élevé que pour le nucléaire. Donc, on peut également aussi réduire la consommation d'énergie en privilégiant des systèmes de production ou de transformation d'énergie qui ont des rendements plus élevés, comme par exemple la cogénération qui consiste à valoriser la chaleur quand on produit de l'électricité à partir d'un combustible. Pardon. Voilà. Et donc, pour terminer, cette petite vue qui date déjà de plusieurs années et qui montre par rapport à l'énergie solaire reçue sur Terre en une année, qui est le cube jaune ici, les réserves connues dans les différents combustibles fossiles et en uranium, et où on voit finalement que si on se tourne vers les énergies de flux issues du Soleil, que sont donc l'usage direct de la lumière ou de la chaleur du Soleil, l'éolien, l'hydraulique, etc., qui sont des énergies solaires dérivées, on a finalement des ressources très abondantes, mais dont l'inconvénient est la fluctuation dans le temps et l'éparpillement sur la surface du globe. Donc, ce qui fait effectivement qu'on a besoin de systèmes un peu sophistiqués pour les récupérer et les valoriser le mieux possible. Voilà. Alors, où j'en suis là? Sur le scénario. Oui, sur le scénario. Donc, un scénario, ce n'est pas une boule de cristal, hein, ce n'est pas quelque chose qui prédit l'avenir, c'est une vision d'un futur possible. Et donc, il faut plutôt le voir comme un outil d'aide à la discussion, un outil pour susciter la discussion, mettre sur la table des hypothèses et donc permettre la réflexion collective. Voilà, donc le scénario, comme je vous l'ai dit, il hiérarchise les solutions en partant d'abord de la demande et en allant vers l'utilisation des énergies de flux et non de stock, donc issues du Soleil essentiellement. On mobilise essentiellement des solutions soit déjà largement diffusées, soit proches d'une diffusion possible, où la technique est déjà maîtrisée, et avec comme ligne directrice de léguer plutôt des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes. Vous voyez à quoi je pense. Voilà, je repasse la parole à Thierry, donc j'arrête mon partage d'écran. Thierry prend la suite pour le résidentiel tertiaire. Donc, voilà. On va explorer successivement les différents secteurs en détaillant plus le bâtiment et on ira beaucoup plus vite sur les transports, l'industrie et l'agriculture. Voilà, tout à fait. Effectivement, hein, comme l'a dit Thomas, le scénario négawatt est un scénario qui repart de la demande d'énergie pour questionner les usages. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Pourquoi on en a besoin? Est-ce qu'on peut réduire ces usages? Avant de se poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin comme moyen pour produire cette énergie nécessaire ou dans certains cas pas nécessaire? Donc effectivement, sur le secteur du bâtiment, pour commencer, il faut savoir qu'aujourd'hui, le bâtiment consomme 43% de l'énergie finale en France, dont 80% de la chaleur. Voilà. C'est essentiellement dans le bâtiment que la chaleur est utilisée.
et en électricité spécifique, c'est 20% qui est utilisé dans le bâtiment. Donc, le message essentiel là-dessus, c'est plutôt le troisième point ici, l'essentiel du parc immobilier de 2050 est déjà construit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rythme de construction est assez faible, c'est à peu près 3% du parc par an, et surtout, c'est surtout des bâtiments en plus. C'est le rythme de démolition des bâtiments qui, pour le coup, est plutôt de 0,3%. Donc, ce qui veut dire que, en fait, les bâtiments d'aujourd'hui seront généralement tous là encore en 2050, et c'est ça l'essentiel de l'objet sur lequel on doit travailler. Les bâtiments neufs, c'est bien, on se fait plaisir, on innove et on peut faire des choses très performantes, et il faut le faire, il faut continuer à faire des bâtiments performants neufs, mais surtout, la priorité, c'est une stratégie de rénovation. Et quand on affine un petit peu la stratégie de rénovation, on s'aperçoit qu'il y a un enjeu dans les différentes typologies, mais on pourrait avoir tendance à oublier les maisons individuelles. Il s'avère que les maisons individuelles d'avant 75, c'est-à-dire d'avant la première réglementation thermique des bâtiments, donc avant 75, on n'isolait pas les bâtiments, pour faire très simple, eh bien, ça représente un tiers des consommations d'énergie finale du parc résidentiel. Donc, c'est loin d'être négligeable. Donc, on a bien un parc qui est d'une grande complexité et dont il faut aborder chacun des éléments, les maisons individuelles anciennes, les bâtiments collectifs, les bâtiments tertiaires, et avoir une stratégie en neuf et en rénovation sur tout ça. Donc l'objectif, c'est de rénover un parc, et l'intérêt d'avoir un scénario négawatt, c'est qu'effectivement, on se donne une trajectoire et on sait où il faut qu'on aille. C'est-à-dire, le scénario permet de quantifier avec une vision nationale et basée sur des objectifs climatiques, donc une vision mondiale finalement, permet de se dire concrètement à quel rythme je dois rénover et à quel niveau de performance je dois rénover. Donc, ce que nous dit le scénario sur ce point-là, c'est que donc il y a un parc énorme à rénover. Il faut l'aborder globalement. Il faut rénover la totalité du parc à 2050, ou disons la quasi-totalité du parc. Évidemment, on ne va pas rénover les monuments historiques ou le palais de Versailles, hein, on est bien d'accord, mais ça, c'est l'épaisseur du trait. Il faut rénover l'intégralité du parc, sinon, et de façon performante. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas si on ne réalise pas une division par 4 des consommations de chauffage. Hein. Donc, juste sur le poste de chauffage, on cherche une division qui est par 4. C'est ça l'ordre de grandeur. Et c'est de là que vient l'objectif des 50 kWh par mètre carré. Vous avez peut-être entendu à droite et à gauche. Hein, c'est l'objectif qui a été repris par le label BBC, hein, bâtiment basse consommation, créé en 2005. Et ce label a été repris dans la RT 2012 pour les bâtiments neufs. Voilà. Donc, c'est bien ce niveau-là qu'on doit viser pour la rénovation également des bâtiments. Et donc, la conséquence directe de ça, c'est on pourrait se dire de façon un peu simpliste qu'il suffit d'empiler des mesures de rénovation sur une maison ou sur un bâtiment collectif ou sur des bureaux pour qu'à la fin, on ait un bâtiment performant. Malheureusement, la réalité est plus complexe que ça. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Mais il y a un gros enjeu à ne pas tuer le gisement, c'est-à-dire ne pas mettre des bâtiments dans des impasses énergétiques, c'est-à-dire des endroits où finalement, ce serait plus rentable ou plus possible techniquement, où on créerait des pathologies, le cas échéant, de poursuivre une rénovation énergétique. Voilà, on a intérêt à avoir une vision globale pour vraiment atteindre ces objectifs qui sont très ambitieux, 50 kWh. Du coup, quand on a cette vision globale, comment on peut arriver concrètement à atteindre cet objectif ambitieux ? On a tourné le problème vraiment dans tous les sens. On a le sentiment aujourd'hui qu'à terme, il faudra rendre obligatoire la rénovation du parc. Hein, donc, c'est progressivement. On va commencer sans doute par les bâtiments les plus consommateurs et créer les conditions pour que cette obligation soit acceptable socialement. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'on ait des acteurs qui soient capables de mener ces rénovations. Hein. Ils existent déjà pour partie, mais on a besoin d'acteurs très nombreux et très bien formés pour faire des rénovations complètes et performantes. On a besoin de simplifier les dispositifs de financement. Ils existent, hein. On a plein de choses, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on a à la fois le prêt à taux zéro, le CITE, les C2E, les PTZ, les machins, des dispositions régionales, etc. C'est très compliqué.
on a vraiment besoin d'une simplification radicale de tout ça pour que les gens y voient clair et qu'ils aient des solutions de financement qui soient efficaces. Voilà. L'ordre de grandeur y est en termes de volume financier. Aujourd'hui, on peut faire des rénovations avec les dispositifs qui existent, mais c'est d'une complexité atroce et ça rebute beaucoup de gens. Donc, si on veut atteindre l'obligation à terme, on a vraiment besoin de simplifier. Par ailleurs, sur le bâtiment neuf, il y a d'autres enjeux aussi pour les bâtiments qu'on va continuer à construire. C'est surtout d'arrêter d'artificialiser les sols, donc privilégier la construction sur des espaces déjà artificialisés, des friches industrielles par exemple, ou des dents creuses dans les zones urbaines. Et la bonne échelle, l'échelle la plus optimisée de notre sentiment, ce n'est pas la maison individuelle qui n'est pas compacte et qui bouffe beaucoup de place qui imite un peu le territoire parce qu'elle est souvent assise sur une parcelle assez grande. Ce n'est pas non plus les très grands collectifs où on a vite des problèmes énergétiques, d'ascenseurs, de réseaux très longs. Ce n'est pas forcément le rêve non plus. Et il nous semble que l'optimum, c'est entre les deux au niveau du petit collectif. Voilà, mais c'est des axes assez forts qui méritent d'être. C'est un débat en soi à chacun de ces points, on en est bien conscient. Là, on brosse ce paysage-là. Et pour faire un petit focus spécifiquement sur la rénovation des maisons individuelles, je voulais vous parler du dispositif Doremi. Vous avez compris que l'association Négawatt a créé une filiale Institut Négawatt, qui est un peu un incubateur de solutions innovantes de transition énergétique concrète en lien avec le terrain. Et Doremi, c'est la première structure qui a été incubée par l'Institut Négawatt, qui est devenu autonome aujourd'hui. C'est une SAS filiale de l'Institut Négawatt. Et donc, c'est un dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles, donc d'où l'acronyme Doremi. Et là-dedans, on porte des rénovations complètes et performantes. Donc, on vise les 50 kWh par mètre carré. On a une approche, on a mis de côté tous les compliqués qui coûtent cher et qui ne servent pas à grand-chose parce que les résultats sont un peu tout le temps les mêmes. On a mis en place une approche par bouquet de travaux. On a 10 travaux différents qui permettent d'atteindre ces 50 km/h. Et on aborde globalement la rénovation et on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de tout résoudre en même temps, de résoudre tous les problèmes d'un seul coup, plutôt que de bricoler et de gérer des interfaces qui sont finalement assez ingérables. Les coûts qui sont constatés sont très variables selon la complexité des maisons, bien sûr. On arrive quand même à des choses qui sont finançables, c'est-à-dire qu'avec les aides que j'ai citées tout à l'heure, j'ai dû oublier les aides de l'ANA, qui font qu'aujourd'hui, dans Doremi, on a une moitié de publics qui sont précaires au centre de l'ANA. Donc, ça veut dire que clairement, la rénovation énergétique, ce n'est pas un truc de riche. C'est aussi quelque chose qui permet de sortir les gens de la précarité énergétique. Et de quelle manière? Tout simplement, c'est les petits barreaux sur le diapo, là, c'est qu'aujourd'hui, les gens payent une facture énergétique qui est assez importante et demain, ils vont réduire par 2, par 3, par 4 leur facture énergétique hors abonnement, mais en tout cas, les kilowattheures sont divisés par 4 et ils vont remplacer une partie de ces dépenses d'aujourd'hui par le remboursement de leurs prêts, ça peut être l'éco-prêt à taux zéro, prêt classique selon les cas. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait faire ce qu'on appelle cet équilibre en trésorerie. Avant rénovation et après rénovation, je paye la même chose. Et une fois que j'ai remboursé mon prêt à taux zéro dans 15 ans, une fois que je l'ai remboursé, finalement, eh bien, je gagne beaucoup d'argent. Ma facture reste à un niveau. Et le gain, par ailleurs, puisque là, je ne parle que d'énergie, parce que bon, on a ce biais d'être assez énergiste et assez ingénieur dans notre discours. On essaye de se soigner, mais ce n'est pas toujours facile. Le vrai gain pour les particuliers qui s'engagent dans la démarche Doremi, c'est avant tout de gagner en confort. C'est très, très net. Toutes les personnes qui font une rénovation Doremi nous le disent. Ils gagnent en confort, ils gagnent dans les factures, évidemment. Ils gagnent aussi en valeur patrimoniale. Une maison rénovée, performante, qui va être de classe A ou éventuellement classe B, va se vendre mieux ou perdre moins de valeur dans des zones de vitesse que son équivalent avant rénovation. Et par ailleurs, pour le bénéfice pour les territoires, c'est clairement des emplois locaux, puisque là, on parle de
réalisées par des artisans. Donc, on ne va pas délocaliser la rénovation en pardon, il y a un truc qui s'affiche. On ne va clairement pas pouvoir délocaliser, envoyer les maisons en Chine pour les rénover en France après. Voilà. Donc, clairement, c'est de l'emploi local. Pourquoi rénover en une fois? Je reviens un tout petit peu là-dessus, une question qui est très importante pour nous. La façon de rénover aujourd'hui, c'est plutôt, voilà, aujourd'hui, tiens, je fais une menuiserie, c'est quelque chose que les gens font, ça se voit, on a envie de la changer. Donc, je dépense des sous. Et bon, si je ne fais pas bien les choses, je rends les menuiseries étanches, mais je ne prévois pas de ventilation. Du coup, souvent, je crée des pathologies, c'est-à-dire que la maison ne respire plus. Il peut y avoir des condensations. Notamment d'humidité. Après, peut-être que je vais me payer à 1 €. Voilà, très bien, je suis content de moi. Je mets une chaudière à condensation. Et puis, pareil, je vais pouvoir peut-être plus tard me payer les combles à 1 €. Alors là, je commence à avoir des petits soucis parce que finalement, la chaudière que j'avais mis en place à un moment où j'avais que des menuiseries performantes, mais pas de toiture isolée, ma chaudière, elle devient trop puissante. Elle va fonctionner moins bien et je vais sans doute chauffer la maison si je n'ai pas une régulation performante à la fin. Et puis surtout, la maison dans l'état où elle est là au bout de 3 étapes, eh bien, ce qu'il faudrait encore faire, c'est-à-dire isoler le sol, mettre une ventilation performante, sans doute rechanger la chaudière parce que la chaudière qui a été mise en place, elle est beaucoup trop puissante, eh bien, ça, c'est quelque chose que je n'arriverai plus à financer parce qu'il n'y a plus de temps de retour. J'ai mangé toute la rénovation facile et comment dire, très rentable. Et finalement, ce qui reste à faire, c'est sur des temps de retour tellement longs que personne ne le fera. Et honnêtement, d'un point de vue humain, personne n'aura envie de recommencer une 4e ou une 5e phase de travaux alors qu'on a déjà vécu 3 fois de tiers. Voilà. C'est pour ça que nous, on défend vraiment l'idée que cette étape-là ne se fera pas. Donc, on ne sera pas au facteur 4 et on n'atteindra pas les objectifs climatiques. Et donc, vraiment, nous, on se dit que la bonne façon de rénover, c'est faire en une fois. On a des interfaces qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Ça coûte globalement moins cher parce que les artisans sont tous là en même temps, peuvent se coordonner de façon plus efficace. C'est plus performant, on traite mieux les thermiques, on traite mieux l'étanchéité à l'air. Et à la fin, ça fait une maison qui est réellement performante et non pas une impasse finalement, où on tue le gisement d'économie d'énergie. Voilà. Donc le bilan, ça coûte moins cher, vite, ça mobilise moins de main-d'œuvre et c'est plus efficace. Voilà, concrètement, Rémi a mis sur son site un certain nombre de fiches d'autorisation. Je vais passer parce que j'ai été un petit peu long, je crois. Mais vous retrouvez sur le site de Dorémy des fiches de réalisation où vous voyez le plan de financement des personnes qui ont pu bénéficier d'aides très importantes, dont des aides de l'ANA, et finalement qui arrivent à financer une rénovation et arriver à un équilibre en trésorerie, c'est-à-dire qu'ils payent moins aujourd'hui en remboursant un prêt et en énergie qui reste dépensée que ce qu'ils payaient avant en énergie seulement. Voilà. Je crois que c'est à ce moment-là que je te repasse la main, Thomas, c'est ça? Ou je commente aussi ça? Je ne sais plus. Tu commandes ça. Et puis je commente ça, oui, tout à fait. Voilà. Donc là, on a parlé essentiellement de chauffage, puisque Dorémy, on est centré sur la question prioritaire du chauffage. C'est le principal poste de consommation avant rénovation. Par contre, après rénovation, le poste qui émerge, c'est les consommations d'électricité, l'électricité spécifique en particulier. Et bon, c'est souvent présenté comme un peu une fatalité. Bah oui, on a besoin d'électricité dans les logements, on a besoin d'électricité dans le tertiaire pour la bureautique, tout ça. C'est un peu vécu comme une fatalité. Nous, on a vu par des études, des campagnes de mesure sur le terrain, qu'on peut réduire jusqu'à un facteur 2 ces consommations d'énergie. En détail, qu'est-ce que ça veut dire divisé par 2? Ça veut dire principalement il y a une marge de manœuvre sur le poste froid. L'amélioration par l'étiquette énergie des appareils de froid et de lavage a été vraiment impressionnante, au point que les industriels ont dû créer les classes énergétiques A+, puis A++, puis maintenant A++. Donc vraiment, ils ont atteint une performance que le législateur n'imaginait pas au début. Donc, il y a un gain très important sur l'éclairage également. On a parlé des LED. Et après, il y a une zone un petit peu plus floue, c'est l'électronique de loisirs, tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, les TIC, où là, il y a un travail en cours pour essayer d'affiner cette dimension-là, comment on la réduit. Il y a sans doute une dimension de sobriété qui est assez évidente, mais après, techniquement, il y a des marges de manœuvre, mais pas forcément énormes. Voilà.
On peut supprimer les veilles aussi, et d'ailleurs les réglementations européennes y contribuent très bien. Donc ça, c'est pour la partie résidentielle. Et pour la partie tertiaire, de la même façon, on a des gains très importants qu'on peut faire, notamment sur le poste informatique, pour peu qu'on se donne les moyens de discuter de façon constructive avec tous les interlocuteurs. Voilà, quand on aborde une rénovation d'un bâtiment de bureau, c'est très important en tant que concepteur, en tant que bureau d'études, d'interroger les services informatiques sur leurs pratiques. Quand c'est qu'ils font les mises à jour, est-ce qu'ils ont vraiment laissé les ordinateurs allumés toute la nuit pour faire les mises à jour, alors que finalement 1 heure ou 2 ça suffirait? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions logicielles qui permettent de gérer les veilles plus proprement, etc. En fait, plein de possibilités, et c'est sur ces possibilités qu'on s'appuie pour cette division par 2 dans le scénario négawatt. Cas concret où on a pu mesurer ces réductions dans le domaine du tertiaire, c'est la rénovation qui a été menée sur l'hôtel de département du Bas-Rhin, où on a pu diminuer de 65% les consommations d'électricité spécifiques par des actions de sobriété, d'efficacité. Donc ça, c'est 65% pardon, de l'éclairage. On a aussi pu travailler sur l'informatique, 35% de réduction. Et au global, 40% de réduction de la consommation d'électricité, et le tout avec un temps de retour inférieur à 3 ans. Donc on est sur des mesures qui en plus sont hyper rentables. Donc typiquement qui peuvent enclencher une mécanique d'autofinancement interne de la rénovation, ce qu'on appelle parfois l'intracting. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là, mais l'intracting, c'est l'idée de contractualiser en interne pour capter ces économies d'électricité, par exemple, pour créer un petit pactole, une petite réserve de fonds propres pour financer la rénovation thermique qui, elle, est sur des temps de retour plus longs. Donc, typiquement, c'est une façon d'amorcer la pompe pour engager des travaux de performance énergétique. Je commente encore ici, je crois, Thomas, c'est ça? Oui, voilà, et je pense ça après. Et je te laisse la main après. Voilà. Et donc, avec toutes ces mesures-là, donc de sobriété en orange, d'efficacité en jaune, on voit comment, dans le scénario négawatt, on arrive à infléchir la courbe tendancielle des consommations d'énergie finale dans le bâtiment avec une division globale par 2. Voilà. Bien, et j'arrête le partage. Très bien. Alors, il faut que je partage moi. Je profite juste du changement du coup pour rappeler peut-être pour les personnes qui nous ont rejoints un peu plus tard que vous pouvez poser des questions dans l'outil questions-réponses qui est au bas de votre écran. Poser des questions par écrit auxquelles du coup nos 2 intervenants essaieront de répondre soit par écrit, soit à l'oral en fonction du type de question. Très bien. J'ai profité de ma pause pour répondre à une question. Peut-être que Thierry pourra compléter. Moi, je vais faire un deuxième zoom suite à ce que Thierry a expliqué concernant Dorémy. Moi, je vais faire un zoom sur une action qu'on démarre depuis un peu plus d'1 an à l'association Négawatt. C'est un projet qu'on appelle Planissimo et que je vais vous décrire rapidement. L'idée, c'est de vraiment mettre le paquet sur le secteur tertiaire. Dorémy s'adresse aux maisons individuelles, donc une bonne partie du secteur du résidentiel. En termes de consommation, c'est à peu près 70% des consommations de chauffage, enfin en termes de chauffage du résidentiel. Et le tertiaire, c'est un peu le parent pauvre. Il n'y a pas grand-chose qui s'est fait sur le tertiaire. Par contre, il y a un décret qui arrive suite à la loi de transition énergétique de 2015 qui a été publié, oui, le décret a été publié en 2019, donc c'est un décret d'application de la loi Elan de 2018 et qui va être complété par un arrêté qui n'est pas encore paru, qui devrait paraître à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, et qui va préciser ce décret. Alors, ce décret, en fait, il va définir quels sont les bâtiments qui sont obligés au sens du droit en termes de réduction des consommations. Donc les obligés, ce sera tous les bâtiments de plus de 1000 m² de surface utile dans un premier temps, et vraisemblablement cette limite sera baissée dans le futur. Et donc chacun de ces bâtiments devra viser une baisse de consommation qu'on voit sur les points rouges de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Ça pour les bâtiments qui sont les plus énergivores. Et pour ceux qui ont déjà des consommations réduites, parce qu'il y a eu partiellement des travaux qui ont été réalisés sur les enveloppes ou sur les systèmes, il y aura des valeurs cibles qui seront définies
par type de bâtiment. Donc, il y aura des valeurs cibles différentes pour évidemment le secteur de la santé, l'enseignement, les bâtiments sportifs, les bureaux, etc., etc. Et par zone climatique, évidemment, en ce qui concerne le chauffage. Et donc, ces valeurs cibles vont s'appliquer pour les bâtiments qui ont déjà des consommations un petit peu plus faibles que la moyenne. Parallèlement à cette obligation d'action d'économie d'énergie, je dis bien action d'économie d'énergie et pas simplement travaux, l'idée c'est d'activer également des mesures qu'on peut rattacher à la sobriété, comme la sensibilisation des occupants à un comportement plus vertueux, entre guillemets, donc bien éteindre les appareils quand on n'en a pas besoin, etc. Des actions aussi de réglage des installations, des actions de travaux sur l'enveloppe, des actions de travaux sur les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude, d'éclairage, etc. Ouais, on active tous les leviers. Parallèlement donc, à cette obligation d'amélioration, il y aura une plateforme qui va être mise en place par l'ADEME, qui s'appelle Opérat. Je n'ai plus l'acronyme exact en tête. Bon, peu importe. Excusez-moi, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. Une plateforme sur laquelle tous les maîtres d'ouvrage devront renseigner chaque année les consommations d'énergie de leur bâtiment pour voir effectivement comment évoluent ces consommations dans le temps et comment effectivement les objectifs du décret tertiaire sont respectés ou pas. Alors d'un côté, il y aura une carotte qui sera mise en place avec un système d'étiquetage qui permettra de mettre en avant les bâtiments les plus vertueux. Et par contre, pour les maîtres d'ouvrage qui ne respecteront pas l'objectif, il y aura une pénalisation financière, pas très importante dans un premier temps, mais qui pourra peut-être évoluer à la hausse par la suite, de manière à remettre tout le monde en ordre de marche. Voilà. Alors pour ça, la démarche Planissimo, dont je vais vous dire quelques mots, on s'est dit, enfin déjà avant que le décret tertiaire soit en route, on a commencé à travailler dans ce domaine-là au niveau de l'Institut Négawatt en essayant d'accompagner les maîtres d'ouvrage gestionnaires de grands parcs. Alors ça peut être une collectivité, une ville, un département, une région, une université. Donc des gestionnaires de grands parcs qui ne savent pas réellement par quel bout prendre le problème quand on a 200 ou 300 bâtiments. Il y a besoin d'une réflexion pour organiser les choses le mieux possible et faire en sorte qu'on arrive à atteindre cet objectif ambitieux en dépensant le moins possible. Et pour ça, il y a besoin d'activer différents leviers. Donc déjà, mobiliser les décideurs, et ça, ce n'est pas le plus simple, c'est-à-dire trouver auprès des décideurs les moyens de leur montrer quel va être l'enjeu et l'impact de la rénovation du parc, notamment en termes de financement à mobiliser. Mais pour agir sur son parc, il y a effectivement besoin de bien le connaître, et notamment les surfaces, les consommations, etc. De se caler sur une trajectoire pour savoir d'où on part et où on va, c'est ce qu'on voyait sur le transparent précédent. Et puis, à la fois accompagner les usagers pour maîtriser les consommations et les comportements, mais également organiser les équipes internes pour pouvoir piloter et mettre en place ces travaux, ces actions d'économie d'énergie. Voilà. Alors, la démarche Planissimo qu'on développe actuellement à l'Institut Négawatt, donc en lien avec Enertech d'ailleurs, c'est un accompagnement personnalisé des maîtres d'ouvrage avec une application numérique qui est en service depuis une petite année maintenant et qui permet aux maîtres d'ouvrage, aux utilisateurs de réfléchir et de faire des simulations de différents scénarios d'organisation des travaux, on peut le dire comme ça. Et puis, le troisième volet qu'on démarre également, c'est un club utilisateur pour que les personnes ou les maîtres d'ouvrage qui sont dans
dans le dispositif Planissimo puissent échanger leurs expériences, que ce soit en termes sur des éléments techniques vis-à-vis de leur bâtiment, mais aussi en termes d'organisation des services, de mobilisation des financements, enfin tous les leviers dont je vous ai parlé. L'idée, c'est pas que la science vienne d'en haut parce qu'on ne l'a pas nécessairement, mais que les utilisateurs puissent échanger entre eux de manière à gagner en efficacité. Voilà, donc l'outil, un petit zoom, je ne vais pas vous le montrer en ligne parce qu'on n'a pas le temps. Et il y aura bientôt une possibilité d'avoir une démonstration en ligne. Donc c'est un outil qui va permettre de, à partir de la connaissance du parc bâti, donc on a besoin des factures, des consommations, des surfaces de tous les bâtiments qu'on veut traiter par cet outil. On va croiser ça avec ce qu'on appelle une base action, c'est-à-dire une liste d'actions possibles sur les enveloppes, sur les systèmes, sur les usages, qui sont caractérisés par des efficacités, des taux de réduction des consommations et des coûts associés. On va croiser donc le parc, cette base, à travers des scénarios ou des scripts où on dit, ben voilà, je vais regarder comment évolue la consommation de mon parc si, par exemple, je réhabilite 3 bâtiments par an pendant 30 ans. Voilà. Et l'outil qui est au milieu, donc qui est là, le moteur de calcul, lui, à partir des indications qu'on va lui donner en termes de script d'action à mobiliser, ben, il va faire une optimisation pour dire, ben voilà, il faut commencer plutôt par tel bâtiment que par tel autre, parce qu'effectivement, les consommations d'énergie sont plus importantes et la rentabilité des actions est plus importante. Donc, il va ordonner toutes les actions qu'on mobilise sur l'ensemble du parc. Et ensuite, il va déterminer effectivement comment, en fonction du scénario qu'on a déployé jusqu'à 2050, comment évoluent les consommations d'énergie, comment évoluent les investissements mobilisés, comment évoluent les économies apportées par ce scénario. Et évidemment, on va procéder de manière itérative pour voir comment se rapprocher le plus possible de la courbe objectif. Voilà, alors par exemple, un résultat qu'on a eu avec la ville de Lille, il y a un scénario qui a été calé, donc qui est assez proche de la courbe objectif verte et qui montre l'ensemble des financements mobilisés. Donc on voit que c'est quand même des dizaines de millions d'euros à l'horizon 2050 en cumulé, mais avec des économies cumulées aussi qui, au bout d'un certain temps, sont supérieures aux investissements. Ça veut dire qu'effectivement, c'est rentable d'investir massivement sur un parc tertiaire. Voilà une vue qui montre le rythme de déploiement et de mise en œuvre des rénovations sur les différents types les grandes catégories de bâtiments, avec une montée en charge progressive qui correspond à une organisation des services où actuellement, finalement, les moyens humains permettent d'accompagner 2 rénovations par an, mais l'idée, c'est, dans le prochain mandat, de monter à 5, puis 8, donc avoir une montée en charge qui accompagne le déploiement qu'on a vu sur la courbe précédente. Voilà, donc ça c'est le zoom sur Planissimo. Et je prends encore quelques minutes pour attaquer le deuxième secteur dont on va vous parler, mais de manière beaucoup plus rapide, qui est le secteur des transports, puisque là on a fait un gros zoom sur le bâtiment. Donc, je vais aller beaucoup plus vite. Le transport est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, pas en termes de consommation d'énergie, mais en émissions, c'est le premier secteur avant le bâtiment, parce qu'évidemment, actuellement, pardon, la plus grande partie des consommations proviennent du pétrole. Autre élément très préoccupant, c'est l'explosion du trafic aérien qui, avec les low cost, a augmenté de 50% en 15 ans, ce qui est assez considérable, et un effondrement du transport ferroviaire et notamment du fret, de transport de marchandises. Donc voilà la répartition à droite des modes de déplacement, donc des kilomètres parcourus selon les moyens de transport. Donc les 2/3 en gros c'est la voiture. L'avion c'est une part importante. On ne fait pas forcément beaucoup de déplacements, mais on fait des déplacements lointains. Et puis ensuite les transports en commun, bus et train.
Alors, dans le scénario négawatt, on a imaginé d'activer des leviers de sobriété, donc en réduisant un petit peu les distances parcourues par habitant et par an, notamment en utilisant les leviers du télétravail, par exemple, ce genre de choses, de manière à diminuer un peu les trajets domicile-travail. Par contre, sur l'aérien, on imagine de revenir à la situation d'il y a 15 ans, hein, de diviser par 2 les distances parcourues. Pardon, oui, c'est ça. Dans 30 ans, on retrouve le même niveau qu'il y a 20 ans. Pas 15 ans, c'est 20 ans, excusez-moi. Et de garder l'avion essentiellement pour les transports internationaux et d'utiliser les transports par train sur les lignes, enfin pour les déplacements intérieurs à l'Hexagone. Une autre mesure de sobriété, c'est également de travailler sur le taux de remplissage des voitures. Actuellement, on est à 1,6. Si on passe à 2,2, ben, d'un seul coup, on va baisser de 30 ou 40% la consommation pour les mêmes déplacements, la même quantité de déplacements. Et puis également, baisse de la vitesse, on en a déjà parlé. Et encourager beaucoup, évidemment, le report modal vers les transports en commun, vélo, marche à pied, etc. Donc voilà comment évoluent les kilomètres parcourus. Donc il y a effectivement une contraction, une diminution marquée de l'avion en termes de part. Et puis pour le reste, vous voyez que la voiture reste quand même majoritaire parce que les transports collectifs vont être de façon difficile à déployer sur des zones peu denses. Voilà, en termes d'efficacité énergétique, compte tenu de tous les progrès qu'on peut faire sur la motorisation, l'apparition de voitures hybrides et ce genre de choses, on peut, et puis la diminution de la taille et du poids des voitures, donc qui est aussi un élément de sobriété, ça conduit à une consommation réduite de plus de 50% par rapport à 2015. Alors, un élément majeur, il va falloir que je passe la parole, un élément majeur du scénario, c'est de sortir du pétrole, effectivement, qui représente la très grande majorité des consommations d'énergie actuellement, pas simplement au profit de l'électricité, comme c'est la tendance actuellement qui est poussée par le gouvernement, mais un mix électricité pour les déplacements urbains ou périurbains de proximité et l'utilisation de gaz renouvelable, donc produit à partir de sources renouvelables qu'on verra par la suite, pour les véhicules routiers, donc les camions ou les voitures, plutôt dans les zones rurales. Et ça nous paraît une manière de résoudre, comment dire, à moindre frais, la transition énergétique dans les transports, parce que les véhicules à gaz, il n'y a pas de rupture technologique, on sait déjà faire depuis longtemps avec du GPL ou avec du gaz, du GNV. Et ça a des impacts positifs sur la qualité de l'air, évidemment. Les véhicules électriques, j'en ai parlé. Et puis, ça, je vais passer aussi parce que j'ai cité les principaux éléments, réduction de vitesse maximale, etc. Je n'ai pas trop le temps de parler des transports de marchandises, mais on a fait une approche tout à fait similaire, avec également aussi des changements de vecteurs utilisés pour faire circuler les marchandises et également de la sobriété sur les quantités transportées. On en reparlera au moment de la description du scénario industrie. Évidemment, si on recycle, enfin si on allonge la durée de vie des matériaux, on a moins de consommation de matériaux, donc moins de transport liés aux marchandises. Alors, vous voyez qu'en termes de réduction de consommation, ben, on est à peu près comme pour le bâtiment, un peu plus de 2 en termes de réduction de consommation, enfin, presque 3 par rapport à ce qu'on a maintenant, 2 par rapport à un scénario tendanciel où de toute façon, on gagnerait quand même en efficacité globale sur le parc. Et le gros de ces économies, c'est lié à la sobriété. Alors pourquoi? Ben parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est report modal qui est comptabilisé là-dedans, les réductions de kilomètres dont je vous ai parlé, etc., le remplissage des voitures qui joue quand même pas mal. Voilà, je vais repasser la parole et le partage de l'écran à Thierry pour la suite. Oui, merci. Oui, j'ai basculé
Oui, pardon. J'ai basculé sur le téléphone. J'espère que vous m'entendez mieux. J'ai cru comprendre qu'il y a eu des petites coupures dans la première partie. Voilà. J'espère que vous m'entendez mieux. Ça passe, Thomas? Oui? Oui, Je oui, confirme que vous on entend m'entendez? bien. Oui, d'accord. C'est bon. Ok, très bien. Oui, donc j'ai donc continué sur la demande d'énergie avec le secteur de l'industrie et des matériaux. La méthodologie est la même que pour l'ensemble du scénario mégawatt. On part des besoins de consommation, euh, en l'occurrence des consommations en produits finis. Donc c'est de l'alimentation au bâtiment, en passant par les voitures, les avions, le papier, etc., les emballages. Et on en déduit les quantités de matériaux nécessaires pour produire tous ces biens, avec au passage évidemment une réflexion critique aussi sur la hiérarchie des usages. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser autant de papier qu'aujourd'hui à des fins publicitaires, voilà. Et en anticipant des questions aussi comme l'impact de la démographie, de l'évolution démographique sur les besoins en construction de bâtiments neufs, par exemple, de logements. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui sont scénarisés, avec aussi des éléments d'évolution de pratique, donc qui sont de l'ordre de la sobriété. Donc on va rechercher des réductions de consommation. Donc ça passe par des objets plus durables, réparables et en dernier recours, si on ne peut pas faire autrement, recyclables. Hein. Vous le savez, le recyclage, c'est pas la panacée, puisque généralement, on réinvestit beaucoup d'énergie pour, par exemple, une bouteille en verre. Du moment que je la casse, je suis obligé de la refondre pour refaire un produit en verre avec. Donc, je réinvestis énormément d'énergie. C'est la même chose pour l'aluminium, je vais le refondre, etc. Donc, tout ce qu'on peut réparer, faire durer, c'est évidemment beaucoup plus pertinent sur le point de vue environnemental. Donc, augmentation du réemploi et du recyclage. Et donc tout ça, ça permet de réduire la production industrielle. Donc généralement, quand on dit ça, les industriels dans la salle, voilà, vont faire un petit peu la tête. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, on va aussi avoir donné la possibilité, on fait l'hypothèse en tout cas, que la production industrielle est également relocalisée, puisqu'aujourd'hui, on a un petit problème de comptabilité sur l'empreinte environnementale, énergétique, enfin empreinte carbone en particulier de la France. Vous verrez des chiffres qui disent que c'est formidable, la France a une empreinte, un impact carbone, pour utiliser les termes exacts, un impact carbone qui diminue, ce qui est vrai sur son territoire, parce que notamment on a délocalisé les industries ailleurs, et donc que c'est dans d'autres pays que se font les émissions de carbone liées à nos consommations. Donc nous, on raisonne bien en empreinte carbone, c'est-à-dire y compris le poids carbone des importations qu'on fait. Donc voilà, donc nous, notre stratégie, c'est de se dire on va consommer moins, par contre on va produire localement. Donc ça ne veut pas dire une chute de l'industrie française. On a identifié un potentiel jusqu'à 50% de réduction de la quantité des matériaux utilisés. Voilà. Et au niveau de l'efficacité, donc ça c'est pour la dimension sobriété, au niveau de l'efficacité, il y a aussi des marges de manœuvre relativement importantes en termes d'amélioration des process industriels. Il y a encore beaucoup d'usines où les process thermiques ne sont pas isolés, où on pourrait récupérer de la chaleur fatale pour d'autres usages de chaleur ailleurs dans le process industriel. Il y a des installations de vapeur qui fuient, qui ne sont pas bien équilibrées. Il y a des installations d'air comprimé qui sont pas très performantes, etc. Voilà, il y a des solutions. Au niveau, pour illustrer la réduction des matériaux et le type d'évolution qu'on peut scénariser dans le scénario négawatt, au niveau du bâtiment, donc on a une première tendance, j'ai parlé de la démographie tout à l'heure, la première tendance forte, et c'est pas nous qui le disons, hein, c'est l'INSEE, hein, au niveau de l'évolution démographique, on aura besoin de moins construire demain, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on aura besoin d'énormément de bras pour rénover. Donc ça veut dire qu'il y aura clairement un transfert dans le domaine du bâtiment de la construction neuve vers le domaine de la rénovation. Donc c'est des reconversions en termes d'emploi qui sont relativement faciles par rapport à d'autres reconversions plus complexes. Donc voilà, hausse de la rénovation. Et on envisage également pas mal de substitutions, notamment
du béton armé, qui est le mode de construction un peu hégémonique aujourd'hui, en tout cas dans les bâtiments collectifs et tertiaires, vers des bâtiments, par exemple en structure bois, donc tout ce qui est biosourcé, mais on peut aussi citer le géosourcé, tout ce qui va être l'usage de la terre crue dans le bâtiment, le pisé. On fait aujourd'hui des bâtiments en pisé préfabriqué, c'est des modes constructifs formidables. On peut substituer aussi le PVC vers le bois, notamment pour les menuiseries du bâtiment. Et globalement, substituer les isolants d'origine chimique ou minérale, laine de verre, laine de roche, vers des isolants biosourcés ou recyclés. Voilà, et donc on arrive à des bilans entre la diminution des surfaces construites et ces substitutions, à des bilans en matière qui sont très importants, moins 60% de métaux, moins 70% de béton, plus de 70% des plastiques. Les biosourcés diminuent également, c'est pas parce qu'on les utilise moins en proportion, mais c'est parce qu'on construit moins, donc on a moins de bois construction notamment à engager. Les gros tonnages, ils ne sont pas dans les isolants, ils sont dans la structure. Donc comme on construit moins, au global, les biosourcés diminuent très légèrement, mais globalement, leur pourcentage d'utilisation progresse. Voilà, ce chiffre n'est pas forcément facile à interpréter, c'est pour ça que je l'explicite. Pareil, donc voilà, pour conclure cette partie industrie, les mesures sectorielles prioritaires, c'est vraiment augmenter la durée de vie des produits, notamment par l'augmentation de la durée légale de garantie, ce qui veut dire aussi de mettre à disposition des pièces de rechange pendant une durée plus longue. Certains industriels commencent déjà à s'engager dans cette démarche. Favoriser la consigne du verre plutôt que le recyclage, ce que je disais, il ne faut pas avoir à refondre la bouteille, sinon c'est très impactant. Et tracer la provenance des matériaux des produits finis en améliorant leur étiquetage, ce qui permet un recyclage beaucoup plus simple, de séparer les matières, voilà, mettre ensemble les différents types de plastique, notamment il y a un gros enjeu là-dessus pour rendre réellement recyclables les plastiques. Intégrer l'énergie grise comme indicateur dans les appels d'offres publics et les réglementations, c'est en cours d'ailleurs, au passage, petite parenthèse sur la future RE 2020, on va avoir, pas l'énergie grise, mais un indicateur carbone pour commencer à raisonner cycle de vie dans la construction des bâtiments, et on peut tout à fait généraliser ça à d'autres domaines. Au global, les économies envisagées dans l'industrie sont un tout petit peu plus faibles que sur d'autres domaines. C'est un secteur qui est complexe et très, très morcelé, dont la modélisation a demandé un gros boulot. Et donc, avec des actions de sobriété, tout ce qui est substitution de matériaux dans la construction, par exemple, c'est compté comme de la sobriété, et une part d'efficacité plutôt dans les process industriels et les process de recyclage. Voilà, je crois que je te repasse la main sur le secteur agricole. C'est bien ça? Oui. Il faut que tu réactives ton micro. Excusez-moi. Donc, je prends la suite rapidement sur la partie agriculture et alimentation. Alors là, ça va être forcément très frustrant parce que j'ai quelques minutes pour vous parler d'un secteur qui est considérable. Le scénario Négawatt a travaillé en étroite collaboration avec le scénario AFTER, enfin, on va dire, a été conçu, a été connecté avec un scénario AFTER qui est un scénario développé par l'association Solagro à Toulouse, qui est assez similaire dans sa construction et dans son déploiement à ce qu'on a pu faire dans le scénario Négawatt. AFTER est parti, enfin Solagro est parti d'une analyse des fonctions de l'agriculture qui doit produire d'abord de la nourriture, ensuite des matériaux et en dernier ressort de l'énergie, tout en préservant au maximum les écosystèmes, la biodiversité, etc. Donc à concevoir un système agricole soutenable dans le long terme et qui puisse couvrir ces trois domaines. Alors, une analyse a été faite des besoins, même logique que dans le scénario Négawatt, et en termes d'alimentation, la première question à se poser, c'est quelle est l'assiette, comment peut évoluer l'assiette moyenne alimentaire des Français. Donc voilà ce qui existe en 2010, et très rapidement, voilà ce qu'on trouve en 2050 dans la proposition de Solagro dans le scénario AFTER. Donc, c'est une évolution qui suit évidemment les recommandations de bon nombre de nutritionnistes avec une diminution de la viande, mais pas une réduction à zéro,
le développement des légumineuses, des fruits à coque. Enfin, je ne veux pas détailler tout ça, c'est des choses que vous trouvez dans beaucoup de domaines, mais c'est ça qui sous-tend la réflexion sur l'organisation des pratiques agricoles pour produire les nourritures que vous voyez sur ce schéma-là. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les boissons alcooliques ne disparaissent pas complètement, hein. Elles sont légèrement réduites, mais on en garde quand même un petit peu. Donc, c'est un travail très détaillé d'analyse des pratiques agricoles et culturales a été fait. Moi, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup parce que je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je remets rapidement le lien sur lequel vous pouvez trouver ce rapport qui fait 70 pages et qui est extrêmement intéressant et accessible finalement. Donc, si vous tapez Solagro, vous le trouverez également sans problème. Donc, cette petite introduction, elle permet de dire effectivement comment le scénario After a impacté le scénario Négawatt. Il l'a impacté à deux niveaux. D'une part, en fournissant ou en calculant les potentiels disponibles en termes de biomasse, donc que ce soit de la biomasse solide, tout ce qui est bois énergie issu de la forêt ou des industries de transformation du bois, la biomasse liquide, donc les agrocarburants, qu'on développe relativement peu dans le scénario Négawatt, on le verra par la suite, et puis tout le volet biogaz, où une analyse assez exhaustive ou très exhaustive des potentiels mobilisables pour produire du biogaz par méthanisation a été faite, que ce soit au niveau des déchets agricoles, des déchets de l'industrie agroalimentaire, etc. Voilà, donc ça, c'est le volet production qui a été fourni en données d'entrée du scénario Négawatt, et puis également une évaluation de l'évolution des consommations du secteur agricole, donc tout ce qui est machinerie, tracteurs, moissonneuses, etc., a été faite, calée sur l'évolution des pratiques agricoles du scénario After, qui conduit également à une légère baisse des consommations d'énergie du secteur agricole, qui de toute façon représente de l'ordre de 5 à 6% de la consommation finale totale du pays. Voilà, donc c'est forcément très rapide, et on termine de ce fait un rapide tour d'horizon des secteurs de la demande, et on va passer maintenant à la production d'énergie, et là je passe de nouveau la parole à Thierry. Oui, tout à fait. Voilà, donc effectivement, on a fait le tour des consommations, des différents secteurs d'activité. On passe au volet production d'énergie et on reste, pour commencer, dans le domaine de l'agriculture, puisqu'effectivement, une part très importante des énergies renouvelables mobilisées dans le scénario Négawatt sont en fait issues de la biomasse. Et sont en lien également avec le scénario After pour leur quantification. Donc en fait, finalement, les bonnes pratiques agricoles et les meilleures pratiques alimentaires permettent finalement d'avoir des coproductions agricoles, hein, notamment des cultures intermédiaires qui peuvent être valorisées, soit dans des filières les plus nobles, hein, de construction, de matériaux, hein, soit en deuxième intention des valorisations énergétiques. Et donc ce graphique montre le développement de la biomasse solide de façon assez importante. La biomasse liquide, plutôt la stagnation finalement, hein. La biomasse liquide, c'est donc les agrocarburants qu'on n'aime pas trop effectivement parce que certains sont ou ont pu être en compétition avec l'alimentation, donc leur développement est très limité, et surtout on passe sur une deuxième génération d'agrocarburants qui ne sont pas sur des cultures en compétition avec l'alimentation, et on est plutôt sur la valorisation d'autres choses et de déchets ou de cultures intermédiaires. Et surtout le développement du biogaz, donc qui est issu de la méthanisation de matières
fermentescibles, hein, donc matière organique. Donc ça va des stations d'épuration à des déchets de l'industrie agroalimentaire et éventuellement des cultures intermédiaires dédiées. On n'a pas de culture productive dédiée au biogaz, hein. Je réponds par avance à la question. Comme ça a pu se pratiquer dans certains endroits, c'est pas du tout ça qui est recherché dans la scénarisation qui est présentée ici. Voilà, donc ça c'est donc pour l'ensemble des bioénergies, biogaz, biomasse. Par ailleurs, on a évidemment aussi le développement des énergies renouvelables électriques. Donc avec, on voit sur cette courbe actuellement la plus importante c'est l'hydraulique, hein, donc tout ce qui est barrage de haute chute ou au fil de l'eau, dont on prolonge une tendance plutôt à la baisse. En effet, avec le dérèglement climatique, la tendance c'est plutôt à ce que la pluviométrie soit de plus en plus faible. Donc globalement, on est sur une baisse tendancielle. Et par ailleurs, un développement ambitieux mais réaliste de l'éolien et du photovoltaïque. Donc je détaillerai un petit peu quelques chiffres juste après. Et également un développement, je ne sais pas s'il faut dire symbolique ou anecdotique, mais quand même intéressant, des énergies marines comme les usines marimotrices ou l'eau motrice. Quelques chiffres donc pour se dire que voilà, on est sur un développement ambitieux, mais on n'est pas non plus sur une éolienne sur chaque maison ou des éoliennes partout. On est sur un ratio en 2050 à une éolienne terrestre pour 4000 habitants. Donc voilà, un éolien en mer qui représente 3200 éoliennes. Donc on est plutôt parti sur moins d'éoliennes en mer que d'éoliennes terrestres, mais ça c'est un arbitrage, encore comme Thomas l'a dit au début, un scénario c'est pas une boule de cristal, c'est une voie possible. On pourrait tout à fait imaginer des arbitrages différents selon comment évoluent les technologies, mais aujourd'hui il y a quand même un problème de coût au niveau de l'éolien en mer qui fait qu'on n'a pas tout misé dessus. Et au niveau du photovoltaïque, on a l'équivalent d'une vingtaine de mètres carrés par habitant. Donc voilà, au niveau d'une maison, 20 mètres carrés, c'est extrêmement facile à installer sur une toiture. Et en collectif, évidemment, on peut mutualiser les choses. Et il y a pas mal de toitures, en particulier, qui sont exploitables, les toitures de grandes surfaces, de hangars industriels, etc., qu'on peut investir en priorité, évidemment. Et on ne prévoit pas de recours massif à des centrales photovoltaïques au sol, mais bien le but recherché, c'est d'intégrer le PV au bâtiment autant que possible. Voilà, je passe sur les autres, vous avez pu lire. Et donc, quand on fait le bilan de tout ça, l'ensemble des renouvelables exprimés dans la même unité d'énergie, le térawattheure, on voit qu'effectivement, dans le scénario négawatt, les énergies renouvelables, c'est quand même principalement la biomasse, hein, biogaz, je ne sais plus si j'ai une animation, non, principalement biomasse plus biogaz plus biomasse liquide. On voit que c'est assez prépondérant sur les autres énergies, même si l'éolien vient effectivement en seconde ligne dans son développement. Voilà. Je te repasse la main pour la filière. Je reprends la main. Quand ouais. je partage d'écran, hop. Voilà. Alors la suite, c'est un petit focus rapide sur le nucléaire. Tout ce qu'on vous présente là, c'est le scénario que nous avons publié en 2017, où à l'époque, effectivement, les objectifs de la loi de transition énergétique étaient une diminution de 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2025. Vous savez que cet objectif a été revu et décalé, puisque maintenant ce 50% ne devrait être atteint qu'en 2035. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui est dit sur ce qui se passe après dans la loi. Nous, à Négawatt, donc ça c'est la vision 2017 qu'il faudra certainement revoir un petit peu dans le futur scénario quand on le construira, c'était de se dire le parc actuel a été construit en très peu de temps, donc dans les années 80 à 95, en gros,
l'essentiel du parc a été construit. Les réacteurs ont été prévus pour une durée de 40 ans, une durée de vie de 40 ans. Et donc, l'idée dans le scénario, c'est de ne pas prolonger les réacteurs, mais de les arrêter au fur et à mesure qu'ils atteignent leurs 40 ans de durée de vie. Donc ça, c'est le principe général. On a regardé réacteur par réacteur comment ça pouvait se passer. Effectivement, à la fin, il y a certains réacteurs qui sont arrêtés plus rapidement parce que dans l'idée, il n'est pas forcément intéressant de maintenir une filière quand il y a trop peu de réacteurs, et notamment tout ce qui est production d'uranium n'a plus beaucoup de réalité économique. Voilà, donc par rapport à cette question des 40 ans, dans le débat actuel, on parle beaucoup de prolongation de fonctionnement. Vous avez entendu parler du grand carénage, qui est l'idée de prolonger à 50 ou 60 ans la durée de vie des réacteurs en investissant de l'ordre de 1 milliard par réacteur. Ça, c'est ce que dit EDF. La Cour des comptes donne plutôt une estimation double, donc de l'ordre de 2 milliards. Donc à l'échelon du parc, c'est plus de l'ordre de 100 milliards qu'il faudrait investir pour prolonger le parc à 50 ou 60 ans. Vous savez également que la filière nucléaire traverse une mauvaise passe, je ne détaille pas, mais effectivement, il y a un doute sur la capacité de l'industrie nucléaire à assurer un programme aussi ambitieux. Voilà, donc dans le scénario 2017, j'insiste bien là-dessus, l'arrêt définitif du dernier réacteur, c'est 2035. Voilà le petit focus sur le nucléaire. Et là, je vais vous parler un peu de vecteurs et équilibre des réseaux. Ça, c'est un point très important qui est souvent mal décrit dans tout ce qui est planification ou anticipation de l'évolution du secteur énergétique. On a vu tout à l'heure dans la présentation de Thierry que d'un côté, on a les énergies primaires qui sont toutes celles qui sont prélevées sur l'environnement, qu'elles soient renouvelables ou pas, et de l'autre côté, on a les usages finaux. Et entre les deux, eh bien, on a tout un système qui transforme certaines énergies en d'autres énergies. Typiquement, on va faire de l'électricité avec du gaz, avec du charbon, avec de l'uranium, etc. On va faire de la chaleur dans des réseaux de chaleur en consommant du bois, du gaz, du charbon ou autre, etc. Et tout ça pour se rapprocher de la demande finale et justement des usages dans les différents secteurs. Alors, dans le scénario négawatt, on fait évoluer beaucoup la répartition des différents vecteurs, notamment en réduisant la part des carburants et combustibles liquides qui actuellement sont essentiellement assurés par du pétrole. Là, il en reste un peu, ce sont essentiellement les agrocarburants. L'électricité et le gaz voient leur part respective augmenter, à peu près de la même manière. Et puis, les combustibles solides, donc la biomasse solide notamment, qu'on a vu quasiment doubler dans un des diagrammes précédents, représente de l'ordre de 16%. Également, un développement des réseaux de chaleur en proportion. En termes de quantité, ce n'est pas forcément si évident parce qu'on a de toute façon une baisse de la demande finale grâce à tout le travail qu'on peut faire sur l'isolation des bâtiments, sur le secteur des transports, etc., etc. En proportion, on a une part qui augmente quand même en termes de réseau de chaleur, mais également de solaire thermique et beaucoup de chaleur environnement. Ça, c'est le terme pour décrire tout ce que les pompes à chaleur vont prélever sur l'environnement, que ce soit l'air extérieur ou, ce qui est mieux, dans le sol ou dans des nappes pour fournir de la chaleur aux locaux. Alors, actuellement, la distribution d'énergie est organisée autour principalement de deux réseaux. Donc un réseau de gaz qui dessert à peu près 80% ou 75% de la population française, et puis un réseau électrique qui dessert 99, je ne sais pas combien % des habitants. Donc on a des productions d'électricité renouvelable qui viennent alimenter ce réseau. On a un petit peu de stockage avec
du pompage-turbinage actuellement dans les Alpes, pardon, ici. Et cette électricité va être utilisée pour de l'électricité spécifique, on l'a vu, mais également de la chaleur dans les bâtiments, mais également dans l'industrie. Le réseau gaz, lui, est utilisé principalement pour les usages chaleur et également la production d'électricité, et puis également dans l'industrie. Alors, dans le scénario négawatt, ces usages évoluent puisqu'on imagine de développer la mobilité à partir de gaz, donc qu'on peut appeler gaz naturel véhicule actuellement, et puis de développer également la mobilité électrique. Les réseaux de chaleur qui n'étaient pas représentés dans le diagramme précédent, mais qui existaient déjà, l'idée, c'est d'avoir une connexion des différents réseaux à travers un élément important et central dans le scénario négawatt qui est le power to gas. C'est ce qu'on appelle la production de gaz à partir d'électricité. Comment ça se fait, ça? Eh bien, il s'agit de faire de l'électrolyse d'électricité excédentaire produite par des renouvelables électriques, éoliens, photovoltaïques essentiellement. Donc, au moment où on a des productions supérieures à la demande, comme l'électricité est difficile à stocker, eh bien, on la transforme d'abord en hydrogène, qu'on peut éventuellement utiliser directement sous forme d'hydrogène, et qu'il est plus intéressant de transformer en méthane, avec une réaction qui fait intervenir du CO2. Et ce méthane, c'est une molécule complètement identique à celle qu'on utilise actuellement provenant des réservoirs de gaz fossile. Donc, on peut l'injecter dans le réseau. Donc, cet élément permet de coupler les réseaux électriques et gaz et de stocker finalement l'électricité renouvelable excédentaire de manière beaucoup plus intéressante qu'à travers des batteries. Donc, de le stocker sous forme de gaz dans des cavités qui existent actuellement. Le réseau de gaz actuel a des capacités de stockage, notamment dans le centre de la France, qui couvrent grosso modo 4 mois de consommation. Inversement, le gaz peut être utilisé pour de la cogénération, donc faire de l'électricité qu'on va réutiliser ici, et également alimenter les réseaux de chaleur qui vont fournir la chaleur à l'industrie et aux bâtiments. Voilà, ce petit focus sur les réseaux, et ça c'est central. Et justement, c'est quelque chose qu'on a amené dans le débat déjà en 2011 et qui est repris assez largement parce que jusqu'à maintenant, par exemple, RTE qui travaille sur les réseaux électriques réfléchissait dans son coin, GRT Gaz qui travaille sur les réseaux gaz travaillait dans son coin, et maintenant ces opérateurs commencent à vraiment travailler ensemble pour réfléchir sur cette complémentarité des réseaux. Voilà, j'arrête là et je te repasse la parole pour le début de la conclusion. Pardon, je réactive le son et je partage. Hop. Voilà, le bilan énergétique. Donc voilà, on va retrouver ici, donc pour un petit peu conclure, enfin débuter la conclusion effectivement, on retrouve ici les graphiques qui étaient présentés en conclusion de chacune des parties sur les consommations d'énergie. Hein. Donc on voit en orange et en jaune les actions de la sobriété et de l'efficacité pour faire tomber la courbe du tendanciel vers les consommations dans le scénario négawatt. Donc voilà, on retrouve les mêmes chiffres que tout à l'heure. Et on complète ceci par ce qui vient d'être dit sur les productions d'énergie renouvelables et non renouvelables qui viennent donc toujours assurer cette courbe bleue des consommations d'énergie finale dans le scénario négawatt. Donc on voit effectivement que le développement, grâce aux actions cumulées donc de sobriété, d'efficacité, l'intégralité des besoins énergétiques peut devenir réalisable par les énergies renouvelables, ce qui permet effectivement de sortir à la fois des énergies fossiles et des énergies fissiles. Et donc, si on retrouve notre diagramme de Sankey du début, donc ça c'est toujours la photo d'aujourd'hui, eh bien, à la fin du scénario, en 2050, quand on arrive à la fin du scénario,
voilà, on arrive à cette version-là. Alors, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, en tant qu'énergéticien, j'adore vraiment ce changement de slide. Hein. Je la refais, hein, juste pour le plaisir. Là, on a des branches qui sont très épaisses, on a beaucoup d'énergie qui circule, beaucoup de pertes qui se baladent. Et là, pof, on a une sacrée cure d'amincissement. On a fait disparaître beaucoup des pertes. On a réduit les flux, hein, les térawattheures consommés et produits. Et globalement, la conclusion, c'est que dans ces conditions-là, ça devient possible d'être sur du quasiment 100% renouvelable à la fin du scénario négawatt en 2050. Voilà. Donc, c'est une façon de le présenter. J'ai été très court, mais du coup, je te repasse la main, Thomas, si tu veux, peut-être si tu veux compléter sur le 100K. Alors, sur le 100K, effectivement, là, l'épaisseur des traits, on voit surtout sur les pavés qui sont à gauche et à droite. On a un 100K beaucoup plus détaillé avec une représentation complète des flux au niveau des transformations énergétiques que vous pouvez trouver sur notre site. Il y a tout un tas de diagrammes dynamiques qui viennent compléter utilement l'exposé. Et donc, il y a ces 200 quais, version 2015 et 2050, où vous verrez de manière beaucoup plus détaillée comment les énergies se transforment et sont utilisées de manière à gagner en efficacité globale du système. Alors, il faut que je partage mon écran, très juste. Toc. Voilà. Oui, donc effectivement, je complétais simplement en disant qu'il y a un diagramme plus détaillé directement sur le site Négawatt. Un focus sur le bilan gaz à effet de serre. Alors en 2011, on n'avait pas fait un bilan complet gaz à effet de serre. On avait regardé essentiellement le CO2. Il manque un petit quelque chose là, dans la légende, excusez-moi. Ce qui est en bleu ici, c'est le CO2 énergie, donc la CO2 liée aux combustions de combustibles fossiles. Donc en 2011, on avait essentiellement regardé ça et on n'avait pas fait un bilan complet sur l'ensemble des gaz à effet de serre. Et vous savez qu'il y a d'autres gaz à effet de serre, donc à savoir le méthane qui a un pouvoir de réchauffement 25 ou 28 fois plus important que le CO2 selon les avis des experts, les protoxydes d'azote, d'autres gaz comme les chlorofluorocarbones, etc., qu'on trouve ici. Et puis, il y a des émissions de CO2 qui sont pas liées aux consommations d'énergie, mais liées au process industriel. Donc, dans le scénario, on arrive quasiment à réduire à zéro les émissions de CO2 de CO2 énergétique, pardon, puisqu'on a quasiment plus de pétrole, de charbon, etc. utilisés pour fournir de la chaleur, que ce soit dans l'industrie ou dans le résidentiel tertiaire. L'industrie, on peut diminuer un peu le CO2, mais pas tant que ça finalement dans les process. Alors, ça peut être en changeant, par exemple, la fabrication de l'acier, en passant avec l'utilisation d'hydrogène à la place du carbone, du charbon. Le méthane, alors ça, le méthane, on peut le diminuer un peu, mais pas tant que ça, parce que l'essentiel des émissions de méthane ne sont pas liées à l'énergie, mais au secteur agricole et aux pratiques agricoles. Donc, AFTER permet de diminuer les émissions de méthane, mais pas complètement à zéro. En fait, elles sont réduites d'un facteur 2 par rapport aux émissions actuelles. Protoxyde d'azote également aussi un peu. C'est la même évolution liée au changement de pratiques agricoles. Et puis, les autres gaz sont finalement assez marginaux et évoluent peu. Enfin, évoluent, mais représentent peu, pardon. Donc, en bilan, on voit finalement qu'on arrive à un facteur qui est de l'ordre de 5 ou 6 en réduction totale des émissions de gaz à effet de serre, mais on n'arrive pas à zéro. Donc, la question est comment on s'approche de la neutralité carbone. Alors, voilà une courbe qui montre l'enveloppe, donc c'est la somme des différentes émissions qu'on a vues sur le graphique précédent jusqu'à 2050. Bon, après, on a essayé de faire une projection, mais on ne sait pas trop comment ça va évoluer.
Et comme on se dit que dans le secteur agricole, c'est décidément difficile de diminuer, on n'a pas fait une diminution à zéro de ces émissions-là. Donc de toute façon, il en restera à l'échelle de 2020, de 2100, voire plus loin. Donc, comment on approche de la neutralité carbone? Eh bien, il faut trouver un puits de carbone, c'est-à-dire un endroit où le CO2 principalement, parce que les autres gaz à effet de serre, il n'y a pas tellement de puits qui sont capables de les stocker, mais en termes de CO2, on peut stocker du carbone. Alors, il y a deux grandes familles, il y a tous les systèmes, on va dire technologiques, on essaie de piéger le carbone et puis de l'injecter au fond des puits de pétrole, par exemple. Nous, on croit beaucoup plus à un stockage lié au milieu environnant, donc le stockage dans les sols, dans les forêts, donc l'accroissement de biomasse dans les forêts permet de stocker du carbone, et puis dans l'évolution des prairies. Alors, ce stockage est compté en négatif. Donc, quand on fait le bilan production et stockage, bon, on arrive effectivement à un bilan net qui arrive à peu près à zéro en 2050. Par contre, les sols, eux, arrivent à un équilibre à un certain moment, une fois qu'ils ont évolué, qu'ils ont stocké le maximum de ce qu'ils peuvent stocker, eh bien, la fonction puits s'arrête. Et du coup, on n'arrive plus à équilibrer les émissions nettes qui restent. Et du coup, la neutralité, on peut se dire, elle est atteignable en 2050-2055. À plus long terme, il va falloir trouver autre chose. Donc là, je ne vais pas faire de la fiction, mais on a quand même tout un champ à explorer pour ramener cette courbe bleue le plus près possible de zéro. Voilà. Et un dernier petit focus sur les impacts économiques. Et là, je repasse la parole à Thierry. Et l'écran. Pardon, j'avais désactivé le son également. Et donc, je reprends la main et on est sur les impacts. Pardon. Voilà, j'étais sur le chat que je vais réduire, voilà, sur les questions-réponses. Donc, impact de la transition énergétique, il y a beaucoup d'impacts qu'on peut mesurer, mais là, voilà, on s'est concentré sur la question des impacts macroéconomiques de la transition telle qu'on l'a décrit. Et donc, c'est une étude qui a été réalisée par une branche du CNRS qui s'appelle le CIRED et qui permet de faire la comparaison entre le scénario négawatt et le scénario tendanciel en termes de contenu en emploi. L'idée, c'est qu'on évalue dans chacune des branches d'activité les dépenses d'investissement et de fonctionnement, et on calcule finalement un bilan entre des emplois détruits, forcément. Il y a certaines filières qui vont voir leur activité réduite dans le cadre de la transition énergétique, et par ailleurs des emplois qui sont créés dans d'autres filières. Et donc l'enjeu, c'est de quantifier les emplois détruits et les emplois créés. Et vous verrez que dans les graphiques, il y a un effet important de ce qu'on appelle l'effet induit sur l'emploi, c'est-à-dire que au-delà donc des filières directement qui emploient des gens pour telle ou telle activité énergétique, il y a aussi la capacité de pouvoir d'achat ou d'investissement qui est libérée par un certain nombre d'économies et qui crée de l'activité juste parce que cette capacité d'investissement ou ce pouvoir d'achat est libéré. Voilà. Donc, si on commence déjà par les emplois bruts directement, on voit qu'on a un effet très positif du scénario sur la création d'emplois, notamment dans le bâtiment grâce à la forte politique de rénovation. La transformation de l'activité de construire du neuf vers l'activité de rénover les bâtiments est clairement génératrice d'emplois. De l'emploi brut aussi dans les renouvelables, puisque évidemment ces filières se développent, mais également dans la réparation, l'information et l'efficacité des appareils. En négatif, on a des disparitions d'emplois dans les énergies non renouvelables et dans les réseaux. Et également dans les transports, notamment transport de marchandises.
Voilà. On voit déjà à ce stade qu'effectivement les emplois qui disparaissent dans les filières d'énergie non renouvelable sont plus que compensés par les emplois créés dans les filières renouvelables, et que de la même façon, les emplois qui disparaissent côté transport réapparaissent dans d'autres secteurs énergétiques. Donc, à ce stade, on peut voir déjà qu'il y a un effet positif sur l'emploi qui, par contre, nécessite une vraie réflexion sur la reconversion des travailleurs, des salariés, de certaines filières vers d'autres filières, plus ou moins éloignées. Et je vous parlais donc de l'effet induit, qui a été quantifié. Finalement, le fait d'investir dans la transition énergétique pour finalement remplacer de la consommation d'énergie qui est essentiellement de l'énergie importée de l'extérieur de la France, pour qu'on on supprime ces importations d'énergie et finalement on réinjecte des montants équivalents en actions d'efficacité énergétique notamment, et une masse d'argent qui est libérée pour d'autres consommations, crée de l'emploi par un effet induit qui est non négligeable sur le bilan qui vient à la fin. Voilà, donc le bilan net sur l'emploi est sur une création totale qui est de l'ordre de 600 000 équivalents temps plein, donc 600 000 emplois à temps plein. Donc, ce qui est loin d'être une paille. Pourquoi ce résultat finalement, c'est assez simple à expliquer quand on se penche sur ce qu'on appelle l'intensité ou le contenu en emploi des branches d'activité. Finalement, le contenu en emploi, c'est le nombre d'équivalents temps plein qu'il faut faire travailler pour réaliser par million d'euros de dépenses dans le secteur. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une grande disparité entre les secteurs. Et les secteurs en rouge, c'est plutôt les secteurs qui sont pénalisés ou réduits par la transition énergétique, et les secteurs en vert sont ceux qui sont nécessaires et encouragés dans la transition énergétique. Et on voit qu'effectivement, c'est plutôt la première famille, ceux qui vont être en perte de vitesse, qui sont peu intensifs en emploi, alors que les secteurs qu'on va développer par la transition énergétique sont très intensifs en emploi. On a effectivement, je recherche où est la rénovation. Voilà, les travaux d'isolation, c'est noté en travaux d'isolation ici, qui fait partie des secteurs qui sont particulièrement intensifs en emploi, au passage, emploi non délocalisable. Donc, au final, un scénario de transition énergétique, ça nécessite une certaine synergie entre l'ensemble des acteurs qui vont se mobiliser, des citoyens qui vont engager donc des actions de sobriété de façon volontaire, qui vont être en capacité d'agir sur leur efficacité, les renouvelables. On a mentionné les espaces info-énergie pour leur rôle de conseil auprès de l'ensemble des citoyens sur leurs actions. Ils vont avoir tout le volet d'achat, de déplacement, consommation responsable. Donc voilà, il y a un enjeu très important de sensibilisation du grand public à la transition énergétique. Au niveau des entreprises, il y a évidemment, côté industrie, toute la dimension de l'éco-conception, la conception durable des produits qui durent, qui sont réparables, la question de l'économie circulaire aussi à mettre en place, et une certaine dimension d'innovation-recherche, même si on n'attend pas de rupture technologique pour réaliser le scénario mégawatt, mais toute bonne surprise est bonne à prendre, et il y a aussi des filières à développer qui ont besoin encore de R&D. Au niveau des collectivités, il y a un vecteur très important pour assurer les politiques locales. Par exemple, la rénovation sur un territoire ne peut pas se faire sans une mobilisation de l'ensemble des acteurs sur un territoire donné, des artisans, des ménages qui veulent rénover. Il faut mettre tous ces gens-là en relation, avoir un tiers de confiance qui permette que la mayonnaise prenne. Voilà, ça fait partie du rôle des collectivités, un rôle d'information, de sensibilisation aussi, et l'exemplarité de la commande publique est un vecteur important pour amorcer la pompe de certaines filières ou certaines activités qui ont besoin d'être développées. Et enfin, au niveau de l'État et de l'Europe, il y a un enjeu
sur évidemment toutes les réglementations françaises et européennes qui sont en lien avec l'énergie, toutes les dimensions fiscales, incitatives. Il y avait une question dans les questions-réponses sur la cogénération. Est-ce qu'on arrive à soutenir cette filière? Voilà, ça fait partie de ces dimensions-là. Si on veut une transition énergétique, effectivement, on a tout intérêt à soutenir les filières qui en ont besoin et peut-être au passage aussi arrêter de soutenir les filières qui n'en auraient pas besoin, comme l'absence de taxation sur le kérosène pour l'aviation. Nous, ça nous pose un problème, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut agir. Et le soutien à la R&D, de nouveau, il y a encore des choses à inventer pour la transition. Je ne sais plus qui fait la conclusion. C'est toi, Thomas, qui reprend la main sur la conclusion? Mais on a déjà quasiment terminé, donc je te laisse finir les 2 slides. Oui, d'accord, c'était déjà entamé, pardon. Voilà, donc effectivement, comme tu l'as mentionné, sur le site de Negawatt, vous avez accès à beaucoup d'informations très détaillées. Donc, en premier lieu, un rapport de synthèse du scénario qui explicite l'ensemble des hypothèses et des résultats qui sous-tendent ce scénario, les graphiques dynamiques, dont notamment les diagrammes de Sankey plus complets et en mode dynamique, des vidéos également de présentation des résultats, de la démarche Negawatt en général, des éléments de revue de presse, également, je ne sais pas si ça vient après, voilà, l'actualité de l'association, effectivement, et 2 ouvrages, 2 livres qui sont publiés par l'association, le manifeste Negawatt, qui est aussi une version détaillée du scénario, de ses hypothèses, de ses bienfaits pour la société en général, et le changeant d'énergie, qui est un bouquin plus compact, plus court, et qui donne un certain nombre de messages essentiels. Et voilà, ce que j'attendais, c'était aussi toute la dimension décrypter l'énergie, qui est un site dédié qui a été créé et qui est porté notamment par Negawatt, mais aussi les contributions d'acteurs avec qui on travaille, et donc qui permet notamment de proposer des articles de fond pour répondre à un certain nombre d'idées reçues sur la transition énergétique. Voilà, type est-ce que c'est le véhicule électrique qui va sauver la mobilité en France? Voilà, on a quelques idées sur la question et on a mis en place un décrypté sur le sujet. Et il y en a, je ne sais plus, Stéphanie, tu as en tête combien il y en a qui sont publiés actuellement? Pour l'instant, il doit y avoir à peu près une trentaine d'articles sur le site, avec 5-6 articles qui sont en projet, là, qui devraient être publiés dans début d'année prochaine, je pense. Tout à fait. Voilà. Merci. Thierry, vas-y, je te laisse continuer, pardon, si tu voulais dire un peu plus. Non, ou si tu veux conclure, il n'y a pas de souci. Mais voilà, soutenir l'association, vu la thématique, vu le tour de table de ce webinaire, on n'a pas besoin de vous le dire, vous l'avez déjà fait, donc merci beaucoup de nouveau. Et effectivement, il est possible donc d'adhérer à l'association et effectivement de la soutenir également. Voilà. On peut peut-être prendre une minute ou deux. Juste, voilà, c'est des questions complémentaires. On a une petite dizaine de minutes avant la fin prévue de cette visioconférence. Je ne sais pas si il y a un certain nombre de questions qui ont été répondues, sur le... Auxquelles on a répondu, Thierry et moi. Il en reste une qui est sur les COGE. Oui, effectivement, il y a une réponse qui a été faite sur les COGE. Et ce que je disais dans ma réponse, c'est que le scénario, c'est un exercice exploratoire pour voir si les ressources qu'on a sur le territoire permettent d'envisager un système 100% renouvelable. Donc, c'est un scénario où on a, dans un premier temps, uniquement calculé des térawattheures ou des kilowatts. Ensuite, il y a des exercices complémentaires ou des prolongements qui ont été faits. Donc, d'une part, toute la partie calcul des gaz à effet de serre dont je vous ai parlé, et puis la partie évaluation économique qui traitait à la fois l'aspect quel est le coût de la transition énergétique versus un scénario où on ne fait rien et l'impact sur l'emploi que Thierry a évoqué.
Et, effectivement, pour déployer un scénario de ce type-là, on a besoin de tout un tas de mesures volontaristes, notamment sur le bâtiment pour encourager les rénovations complètes et performantes dont parlait Thierry, plutôt que le saupoudrage pour changer qui sa chaudière gaz, qui ses fenêtres, ou qui sa chaudière fioul, qui ses fenêtres ou qui son isolation de toiture. Voilà, et dans les livres que Thierry a présentés, ces éléments un peu plus politiques sont décrits notamment dans le livre bleu, la Manifeste Négawatt, qui fait 350 pages et qui donne un certain nombre de pistes qu'on essaye de porter en tant qu'association auprès des décideurs. Voilà. C'est aussi un mot de conclusion. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, il faudrait vite les mettre dans le Q plus R, Q et R. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah oui. Le temps de taper les questions éventuellement. Si, elles arrivent. Une question sur les contrats de performance énergétique. Peut-être Thierry, tu peux faire une... Je ne vois pas d'avis sur les contrats de performance énergétique. Alors, est-ce que Négawatt ne fait pas confiance aux prestataires de services? Non, c'est pas du tout la question. Donc, les contrats de performance énergétique, c'est une des façons de financer la rénovation, notamment dans les parcs tertiaires ou les parcs publics. C'est une voie qui mérite d'être explorée. Nous, ce qui nous inquiète un petit peu, là où on peut avoir éventuellement des réserves sur le format, c'est que souvent, les contrats de performance énergétique sont sur des niveaux de performance où on vise moins 20, moins 30% de consommation globale sur un bâtiment, ce qui n'est pas forcément le niveau de performance qu'on souhaiterait voir atteindre par rapport aux enjeux climatiques et énergétiques qu'on a racontés. Donc effectivement, il y a un risque potentiel de tuer le gisement là aussi sur ces formats-là, où l'ambition n'est pas suffisante finalement pour aller chercher le vrai potentiel, et finalement on aura du mal à revenir rénover ces bâtiments-là puisque c'est le plus rentable qui aura été fait. Mais c'est pas un défaut en soi des contrats de performance énergétique, c'est plutôt peut-être un manque d'ambition au niveau des objectifs qui sont fixés dans ces contrats. Voilà. Je compléterai. On n'a pas spécialement d'avis sur la question. Je vais juste compléter, tu me corrigeras si je me trompe, Thierry. Oui. J'ai entendu certains maîtres d'ouvrage qui disaient, effectivement, maintenant, on a passé des contrats de performance énergétique sur certains bâtiments, donc on est tenu par contrat pour un certain nombre d'années avec un prestataire qui va faire marcher l'installation et faire diminuer les consommations conformément aux objectifs du contrat. Mais finalement, on est un peu bloqué sur ce bâtiment-là pour faire des choses plus ambitieuses. Donc, quelque part, ça nous gêne, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, pour reprendre la main sur ces bâtiments-là. Ou alors, il faut attendre la fin du contrat ou dénoncer le contrat, c'est certainement assez compliqué. Je peux peut-être apporter une question qui était parmi les retours qu'un participant avait indiqué dans le formulaire d'inscription. Il y avait une question sur l'impact des rénovations énergétiques qui sont mises en œuvre en fait, par rapport à l'origine des matériaux utilisés et par rapport à la durabilité de ces rénovations. Je passais des éléments éventuellement à apporter sur cette question. Oui, tout à fait. Ça fait partie effectivement de la modélisation assez complexe, encore une fois, du volet industrie du scénario Négawatt, puisqu'effectivement, on a modélisé les quantités d'isolants et de vitrage surtout, finalement, ce qui a beaucoup d'impact, c'est aussi le renouvellement des menuiseries. Et donc, ça fait partie de la modélisation et c'est un impact non négligeable. Voilà, on a là aussi un certain nombre d'hypothèses pour glisser. J'ai déjà parlé du PVC, on va vers les menuiseries bois. Et de la même façon, on a un certain nombre d'hypothèses pour glisser des isolants plastiques ou minéraux vers des isolants biosourcés pour réduire l'impact de tout ça. Une partie de ces hypothèses doit être présentée dans la synthèse. Voilà, il faut savoir que c'est un travail de fourmi.
Pour information, on a également travaillé avec l'Institut Négawatt pour l'ADEME sur une scénarisation du volet, une scénarisation de la transition énergétique du secteur industriel, où effectivement on a pu continuer à challenger ce travail de modélisation de l'ensemble du parc, mais aussi avec la question de l'acier pour construire des éoliennes, etc. Voilà, c'est bien l'ensemble de ces choses-là qui sont prises en compte dans le scénario, voilà, et on progresse tous les jours pour encore affiner cette modélisation et le niveau de détail sur lequel on travaille. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je pense. Il y a une question qui a été ajoutée. Je ne sais pas si Thomas, tu es en train d'y répondre peut-être. Oui, je suis en train d'y répondre. Bah, je peux le dire Oui, à vas-y. haute voix. La question, c'est est-ce que dans le manifeste sont détaillés les arbitrages de développement de filières sur des choix d'indicateurs de performance technique, économique, environnementale? Donc la réponse que je commençais, c'est de dire non, pas vraiment. En fait, le manifeste décrit un certain nombre de mesures politiques ou organisationnelles pour accompagner la transition qu'on a décrit dans le scénario, donc on a chiffré dans le scénario, mais on n'a pas exploré de variantes différentes du scénario pour dire bah, finalement telle voie serait plus intéressante par rapport à un certain nombre d'indicateurs que vous citez, là, les indicateurs techniques, économiques, environnementaux. C'est un autre travail de comparaison de scénarios qu'on n'a pas fait, d'une part parce que ce n'était pas l'objet de notre travail, et d'autre part parce que c'est un gros travail qu'on n'avait pas les moyens humains de voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et je ne sais pas si Thierry, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, rien à rajouter, c'est parfait. Bon. Ok, ben, il est 20h, donc je pense que s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent là pendant que je parle, on va pouvoir clore cette visioconférence. Une question que j'ai Oui. là, est-ce que la conférence a été enregistrée? Et si oui, est-ce qu'elle sera disponible ou il y aura un lien qui sera envoyé à tout le monde? Comment? Ouais, c'est ce que je vais rappeler. Effectivement, la visioconférence a été enregistrée là et l'ensemble des visios qui ont été proposés dans le cadre du financement participatif seront ensuite diffusés dans les semaines qui viennent, je l'espère. En tout cas, tous les participants recevront du coup par email les éléments pour pouvoir récupérer les enregistrements et les supports de la présentation. Voilà. Alors, il y a une question, peut-être je vais prendre une minute Ouais. pour répondre. C'est à partir de ce produit, transforme-t-on l'électricité en biogaz? Alors, peut-être que je n'ai pas été complètement précis ou clair dans ma description. Le biogaz, le terme est réservé à ce qui sort des digesteurs qui transforment la matière organique en méthane. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthanisation. Après, il y a une autre voie qui est la transformation d'électricité en hydrogène dans un premier temps via une électrolyse. Vous avez dû apprendre en cours de physique que quand on trempe 2 électrodes dans de l'eau, on dissocie la molécule en hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre. Donc cet hydrogène peut être utilisé éventuellement directement, par exemple dans des véhicules à hydrogène ou dans des process industriels qui utilisent de l'hydrogène, comme par exemple la fabrication d'ammoniac. Mais ce que je disais, c'est qu'on n'a pas de réseau hydrogène sur le territoire national. Ça serait extrêmement coûteux d'en développer un. Et en plus, l'hydrogène est quand même assez compliqué à manipuler, à stocker et à utiliser. Donc, l'idée est de transformer cet hydrogène en méthane. Donc, le méthane, c'est CH4. L'hydrogène, c'est H2. On fait réagir de l'hydrogène H2 avec du gaz carbonique CO2 et on fabrique du méthane d'un côté et puis de l'eau qui est un sous-produit. Et ce méthane, c'est exactement la même molécule que le méthane fossile qu'on utilise actuellement. Donc on peut tout à fait l'injecter dans les réseaux de gaz actuels. Et ça s'appelle la méthanation. Donc il y a méthanisation, c'est le procédé biologique de fermentation, en gros. La méthanation, qui est un processus de transformation d'hydrogène en méthane. Voilà. Merci de ces précisions, Thomas. Bon,
Et bien du coup, je terminerai juste avec une précision. Quand vous allez quitter le webinaire, vous serez renvoyé vers un lien cliquable qui vous permettra, si vous le souhaitez, de donner votre avis sur la visioconférence. Donc n'hésitez pas à le renseigner, ça prend vraiment 2 minutes. J'en profite aussi du coup pour remercier Thomas et Thierry pour leur intervention. Et puis pour vous remercier tous pour votre présence et puis pour l'intérêt que vous portez aux travaux de l'association Négawatt. Et donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.